Je m'appelle Elvie Nandandelia et ceci est mon histoire. J'appartiens à la communauté Mienais. Je suis originaire des peuples de l'eau. On nous a fait comprendre qu'il venait de notre tradition, ça venait du diable. Il est nécessaire que nous revenions aux sources, nous nous imprégnions de notre culture pour pouvoir léguer cet héritage à nos enfants. Nos enfants en ont besoin. Bonjour à tous et bienvenue sur Tell Me Your Story, le podcast qui raconte votre histoire. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui une personne qui est aussi un ami, avec qui j'ai passé des moments extraordinaires au Gabon durant un tournage documentaire. Et c'est pour moi une grande opportunité, une grande chance, je dirais même, de pouvoir évoquer son histoire. Alors bonjour Davy et bienvenue sur le podcast Tell Me Your Story. Bonjour Marc, merci pour cette invitation. C'est tout un honneur pour moi d'être l'invité dans Tell Me Your Story et pouvoir raconter un peu la vie de manière globale au niveau du Gabon. Alors, pour te présenter en quelques mots à nos auditeurs, tu es un fixeur, c'est-à-dire que tu permets l'accès et l'organisation de séjours au Gabon, et notamment des tournages. Alors, tu vas être aussi bien un traducteur, un chauffeur, et via tous les contacts que tu as sur place, tu permets également un accès privilégié à certains endroits et à certaines personnes. On s'est rencontrés durant un tournage documentaire, donc il y a plusieurs mois de ça, et on a passé plusieurs semaines ensemble à traverser plusieurs villes du Gabon, à rencontrer beaucoup de monde. On a pas mal crapahuté dans la forêt tous les deux et voilà, c'était des bons moments et on a bu pas mal de régab aussi, hein, donc la bière locale qui me manque un petit peu, je dirais. Et justement, à travers en fait ces semaines passées ensemble, il y a quelque chose qui m'a marqué à travers toutes ces discussions qu'on a pu avoir, c'est à quel point tu étais prêt à partager ta culture et à vouloir surtout expliquer les spécificités culturelles du Gabon à travers notamment ta propre histoire. Pour les gens qui connaissent pas beaucoup le Gabon, puisque finalement c'est vrai que c'est un pays qui est pas encore en fait très touristique, c'est un pays qui est assez petit, mais pour les gens qui ne connaissent pas le Gabon, donc c'est situé en Afrique centrale, pour la Guinée équatoriale, le Cameroun, la République du Congo, et il y a environ 2 millions de personnes qui habitent dans ce pays. Mais malgré le fait que c'est un petit pays, il y a environ une cinquantaine d'ethnies différentes. Ouais, exact. Ouais, une quarantaine, on approche la cinquantaine, exactement. D'ethnies locales. Bon, il faut dire que toutes ces ethnies, nous appartenons tous au groupe Bantou. Les Bantous, un groupe qui peuple les régions de l'Afrique centrale. Donc, nous appartenons tous au groupe Bantou. C'est vrai qu'il y a une quarantaine d'ethnies spécifiques, donc de langues spécifiques, mais nous partageons pratiquement la même culture. Il y a de légères spécificités, mais de manière globale, la culture est la même. Le Bantou, alors comme tu me l'avais expliqué à la base, un groupe qui était un peu plus au nord du Gabon et qui progressivement en fait est arrivé en Afrique centrale. Donc on retrouve cette ethnie dans d'autres pays finalement d'Afrique, pas seulement au Gabon. Exactement. Les Bantous, ce sont des peuples qui reviennent on va dire, de l'Afrique du Nord, zone du Ghana, Mali, de ces zones-là, et ils ont migré vers le sud. Durant leur migration, il y a des peuples qui sont sédentarisés, ce qui fait qu'on retrouve des Bantous dans plusieurs pays de l'Afrique centrale. On les retrouve également dans la région des Grands Lacs, comme vers l'Afrique du Sud, parce que dans l'Afrique du Sud, on rencontre des ethnies qui parlent une langue qui est similaire à celle parlée en Afrique centrale et dans les régions de l'Afrique australe, des Grands Lacs. Comment est-ce que toi, tu te définis en tant que Gabonais, également par rapport à la communauté à laquelle tu appartiens? Comment est-ce que tu te définirais si tu avais à te présenter finalement à quelqu'un? Primo, je dirais que je suis Gabonais. Ensuite, je vais rentrer dans les détails. Je suis Gabonais, j'appartiens à la communauté Mienais. Les groupes ethniques qui sont dans le Gabon sont, on va dire, il y a des sous-groupes et il y a des groupes majeurs. Il y a des groupes majeurs qui sont comme les Omienais, vous avez les Pounou, vous avez les Mériens, les Métiers. Ce sont des groupes ethniques qui se définissent par rapport aux régions dans lesquelles on les retrouve. Il y a des groupes côtiers et des groupes de forêt. Maintenant, dans la communauté Mienais, il y a des sous-groupes. Vous avez les Nkomi, les Gallois, les Urungu, les Enenga. Il y a plusieurs sous-groupes. Bon, moi, j'appartiens à la communauté commune. Cette communauté est assimilée au groupe Omienais. Donc, le groupe Omienais, c'est un groupe qui est spécifiquement sur les côtes, donc au bord de l'eau. Pas seulement au bord des côtes atlantiques, mais également dans les fleuves qui longent le Gabon. On nous appelle les peuples de l'eau. Donc, c'est un peu
de pêcheurs, de cueilleurs, de chasseurs. Bon, avec l'avancée des cultures, on est devenu également peuple de cultivateurs. Donc, on fait de l'agriculture, mais notre spécialité, c'est plutôt la pêche. Mais nous avons une bonne connexion avec la forêt, vu que nous vivons en bordure de l'eau. Il faut déjà dire que le Gabon, c'est 80% de forêt. Voilà un peu globalement comment je peux me définir. Je suis originaire des peuples de l'eau. Alors, est-ce que justement, au Gabon, qu'est-ce qui fait que les gens vont peut-être reconnaître que tu fais partie de cette communauté plutôt qu'une autre? Comment est-ce que finalement il y a cette différence qui peut se faire? Bon, je vais te donner par exemple un adage chez le groupe Omienais qui permet de définir, je vais te le dire en langue, qui permet de définir par exemple l'origine d'un Mienais. On va dire, on appartient tous au groupe Omienais, mais tu auras un Komi, un Orungu, un Gallois et un Pongouais. Il y aura une différence au niveau de l'accent. Mais on a un proverbe qui nous permet de définir, de nous retrouver par rapport à ces spécificités-là. Donc, je vais te donner le proverbe. Je ne vais pas te l'expliquer, mais je vais te le donner. Donc, le proverbe, c'est Ita, Nite, Nyarere, Nyeregezeni, Nyasazuza, Tako Silapa, Avariano. Donc, bon, je vais quand même t'expliquer un peu. Oui, c'est ce que j'allais dire, si tu veux quand même expliquer. Voilà. Je vais t'expliquer brièvement. Itanité, ça veut dire qu'à l'origine, le groupe Omienais était comme, on est tous regroupés comme un tas, d'accord? Mais on revient tous de Dieu. Donc, Itanité Nyarere. Donc, on est un groupe, d'accord, soudé, on revient de Dieu. Nyeregezeni, ça veut dire que on vit au bord de l'eau. Nyasazuza. Nyasazuza, ça veut dire Nyasazuza, c'est très profond. Je vais dire de manière un peu plus légère pour que ceux qui nous suivent, ceux qui sont au mien puissent comprendre. Puis il y a Nyapalangani. Nyasazuza, ça veut dire que on s'est séparé, on s'est divisé. On est à l'origine un groupe qui vient de chez Dieu. On vit au bord de l'eau, mais on s'est séparé. Nyasazuza, puis il y a Nyapalangani. Tako Robestila, Tako Silapa. Donc, on s'est séparés lorsque on a eu, on va dire quoi, une pénurie de tabac. Sachant que presque toutes les religions du monde, le tabac, c'est le ciment des civilisations. C'est ce qui relie les civilisations, ce qui relie les hommes. Donc, lorsque il y a eu pénurie de tabac, on s'est séparés. Certains sont allés en aval, d'autres en amont de l'Ogooué, d'autres, on va dire, à l'est, d'autres à l'ouest, et on s'est divisé. Maintenant, Avagiano, cette expression permet d'identifier qui est allé en amont, qui est allé en aval, qui est allé à l'est, qui est allé à l'ouest. Est-ce que tu comprends? Selon la manière avec laquelle la personne va prononcer cette expression, Avagiano, on pourra définir qui est un Komi, qui est Gallois, qui est Orungu, qui est un Pongouais, etc. D'accord. Et est-ce qu'on sait en fait de quand le proverbe, on va dire, date? Tu parles en fait finalement un peu de cette pénurie de tabac. Est-ce que tu sais à peu près de quand ça date? Bon, je ne saurais te dire. C'est assez ancien, quoi, en tout cas. Ça a été légué. Voilà, c'est très ancien. Tu sais que chez nous, la transmission se fait de manière orale. C'est quelque chose qui a été légué de génération en génération. Moi, je l'ai reçu de mon grand-père, qui l'a reçu de son grand-père. Donc, on ne sait pas à quelle période précise cette division a eu lieu. C'est intéressant parce que j'en viens un peu à une partie que je voulais évoquer avec toi, un peu de ta communauté en général. Et on avait eu cette discussion une fois où tu m'avais dit là où tu avais grandi et à quel point tu avais un attachement à la forêt particulier par rapport au fait que ton père t'avait beaucoup emmené dans la forêt quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu pourrais voilà, un peu partager avec nous ton enfance, l'environnement dans lequel tu as grandi? Ok, bon, disons déjà que je suis né dans la région de Port-Gentil. Je suis né à Port-Gentil.
Mais bon, mon père était instituteur, donc originaire du village Jean-Bédeux sur les rives de l'Ogooué, à plus d'une centaine de kilomètres de Port-Gentil. Alors pour dire Logoué, juste, c'est un grand fleuve qui Oui, part. un grand fleuve, c'est le fleuve majeur du Gabon. Donc, il traverse pratiquement tout le Gabon. Il part du sud-est, donc de la région de Congo, la frontière du Congo, et se jette au niveau de Port-Gentil, qui est la ville économique du Gabon, donc à l'ouest, complètement sur à l'océan Atlantique. Donc, moi, je suis né, enfin, j'ai grandi sur les rives de l'Ogooué. Mon père est originaire de cette région. Mon village est situé dans cette zone-là. Et mon père était instituteur et également chasseur. Donc, depuis très jeune, il m'a initié à la forêt. Comment pister un animal, comment reconnaître les traces d'un animal, ce qu'il faut respecter dans la forêt. On m'a initié à l'agriculture. Comment être en rapport avec la forêt et les animaux. Parce que, il faut le dire, nous sommes un peuple autochtone du Gabon. Nous sommes un peuple de forêt, pas très loin des Pygmées. Donc, nos ressources alimentaires, on les puise de la forêt. On vit de chasse, d'agriculture et de pêche. Donc, très tôt, on nous initie à la pêche, la chasse, comment connaître la forêt, cultiver la forêt et préserver les espaces de culture. Apprendre à prélever de la forêt seulement ce qui nous est nécessaire. Notre objectif, lorsqu'on vit dans un village, ce n'est pas de faire de la chasse, je ne sais pas moi, industrielle et puis vendre de la nourriture. Ce qu'on prélève, c'est pour pouvoir subvenir à nos besoins primaires. Ça veut dire nourrir sa famille. À la limite, si on a la chance de tuer un gros gibier, nourrir le village. Comment ça s'organise, on va dire, tu vois, ce prélèvement pour la chasse? Il faut déjà dire que la vie au village est canalisée par les saisons. Lorsque nous sommes en saison de pluie, le poisson se fait rare. Donc, on pratique la chasse. La chasse est pratiquée pour pouvoir subvenir aux besoins des villageois. Ensuite, lorsqu'on arrive à la saison sèche, c'est la pêche qui est pratiquée parce que le poisson est plus accessible. Les eaux tarissent, donc on a plus facilement du poisson. Mais, entre-temps, l'agriculture est pratiquée de manière permanente, donc durant toute l'année. Sauf que c'est pendant la saison sèche que nous allons, par exemple, défricher la forêt pour avoir des espaces cultivables. Le début de la saison des pluies, nous allons commencer à cultiver et pendant l'année, on récolte les tubercules de manioc, les ignames, des patates pour pouvoir subvenir à nos besoins, pour pouvoir nous nourrir. Alors tu l'as dit, là, le Gabon est composé à plus de 80% de forêts vierges. Et il y a une diversité finalement au niveau des animaux qui est assez incroyable parce qu'on retrouve des éléphants, des léopards, des singes. Par rapport à la chasse qui était effectuée, c'est quels animaux qui étaient privilégiés? Est-ce qu'il y avait... Alors je sais qu'aujourd'hui, et on l'a appris sur le documentaire, enfin en tout cas pour moi, que les éléphants étaient protégés, etc. Mais ça n'était pas auparavant. Quels animaux étaient chassés avant? Est-ce qu'il y avait des animaux qui étaient un petit peu où on disait non, ceux-là, il faut les laisser tranquilles? Bon, il n'y avait pas de spécificité. Très honnêtement, il n'y avait pas de spécificité. On ne disait pas que bon, tel animal, il ne faut pas le chasser, tel autre, il ne faut pas le chasser. En fait, il était difficile pour les autochtones de chasser le gros gibier comme les éléphants. C'était très difficile parce que c'est un animal qu'on ne tue pas aussi facilement. Donc, on se contentait de tuer de petits gibiers, on va dire des antilopes, et même le buffle. Les buffles sont nombreux au niveau du Gabon, mais c'est très difficile de voir des gens chasser le buffle parce que c'est un animal super agressif. Donc, on évite certains animaux par rapport à la dangerosité. Les éléphants, c'est certaines personnes qui arrivaient à les chasser. Et généralement, lorsque les éléphants se rapprochaient trop des villages ou des plantations, il y avait des spécialistes, des gens spécialisés pour la chasse, la traque et la chasse des éléphants, qu'on appelait et qui chassaient ces éléphants-là. Et l'éléphant étant un animal, je veux dire, assez intelligent, lorsqu'on en tuait un aux abords d'une plantation, c'est vrai que ça permettait de nourrir des villages entiers,
Mais ça faisait reculer également la destruction des plantations parce que ces éléphants-là ne revenaient plus, mettaient une dizaine ou une vingtaine d'années avant de revenir au lieu où un autre éléphant a été tué. Est-ce que tu as déjà assisté toi-même à une chasse d'éléphants? J'ai assisté à ça parce que mon père, il était un grand chasseur, donc chasseur, il chassait des gros gibiers également. Dans ma vie, dans mon enfance, on a tué 3 ou 4 éléphants. Mais c'était pour nourrir tous les villages. C'était les périodes où il y avait vraiment pénurie de nourriture. Donc, on allait à la grande chasse, on faisait la grande chasse, on tuait un éléphant, on faisait appel à tous les villages environnants. Et ces jours-là, par exemple, au village, il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Tout le monde allait pour s'approvisionner en viande. Et tu parlais justement de ton père en chasseur. Alors, juste un petit peu pour un peu expliquer, c'est vrai que si on parle de chasse aujourd'hui en France, c'est beaucoup une chasse de plaisir, trop une chasse pour se subvenir à ses besoins. N'importe qui pourrait limite être chasseur et n'importe qui pourrait se débrouiller. Au Gabon, et par rapport aux discussions qu'on a eues, j'ai compris que c'était évidemment très différent, que les chasseurs avaient des profils particuliers et que certains héritaient presque de cette capacité de chasser par leurs grands-parents ou leurs ancêtres, etc. Exactement, exactement. Chez nous, on dit n'est pas chasseur qui le veut. Ouais. C'est un héritage. Donc, si tu as des parents ou des arrière-grands-parents qui étaient chasseurs, tu es initié à certains rites, à certaines techniques, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir des techniques de chasse. Tu dois être initié, donc formé. Tu dois suivre une formation avec des chasseurs aguerris, des chasseurs expérimentés, pour pouvoir t'auto-proclamer ou bien pour qu'on te considère comme étant un chasseur. Et pour cela, même si tu as été formé, tant que tu n'as pas, on va dire, ramené un trophée, donc un grand gibier, tu n'es pas considéré comme étant un chasseur, même si tu appartiens à une famille de grands chasseurs. Est-ce que toi, parce que finalement, toi, comme tu dis, ton père, c'était un grand chasseur, est-ce que toi, étant enfant, tu avais un peu cette idée de devenir chasseur toi-même? Comment tu te sentais par rapport à ça? Bon, devenir chasseur en tant que tel, non. Mais on va dire que j'ai été formé, j'ai les aptitudes pour pouvoir chasser et subvenir aux besoins de ma famille. Mais ça n'a jamais été quelque chose de super excitant. Je vais dire que, bon, je veux prendre plaisir, aller tuer des animaux. Non, non, non. Ce n'est jamais un plaisir d'aller tuer des animaux. Mais bon, s'il faut qu'on puisse survivre, s'il faut le faire pour pouvoir survivre et subvenir aux besoins de nos familles, on se sent obligé de le faire. J'ai eu un père qui m'a appris, qu'on dit chez nous, à vivre au village, tout ce qu'il faut faire pour vivre au village. On m'a appris tous les rudiments. Ça veut dire chasser, pêcher, faire une plantation, défricher, planter, abattre une plantation. C'est assez difficile pour le commun des Gabonais de dire aujourd'hui qu'il est capable de faire ce que moi je peux faire des pièges, faire de la chasse, faire de la pêche. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, je me sens quand même assez privilégié par rapport à l'éducation que j'ai eue et les conditions dans lesquelles j'ai grandi. Pour un peu que nos auditeurs y sachent, donc c'est vrai qu'à partir d'un moment, tu es parti plus dans la grande ville. C'est quoi pour toi la différence finalement la plus grande entre les gens du village et ceux des grandes villes? Je vais dire le dépaysement, parce que quand tu arrives en ville, lorsque tu pars du village, vous êtes en communauté, vous êtes dans une communauté, vous parlez votre langue. Le français, d'accord, vous l'apprenez à l'école, vous le parlez, mais dans la vie de tous les jours, dans les activités quotidiennes, vous parlez votre langue. Vous arrivez dans les grandes villes, il y a une multitude de langues. Donc, c'est très difficile de rencontrer des personnes qui parlent la même langue ou la même ethnie que toi. Ce qui fait que tu es un peu déboussolé. Tu es contraint de parler le français, on va dire, à tout moment. Tu perds tes racines. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est perdre tes racines. Tu perds pied, parce que j'ai fait, on va dire, pour parler de mon expérience, j'ai fait pratiquement 8 ans sans aller au village, sans pouvoir rencontrer des personnes qui parlaient, parce que je suis allé vivre chez un de mes oncles.
J'ai fait pratiquement 8 ans. Oui, chez lui, on ne parlait que le français, on ne parlait jamais la langue. C'est arrivé au stade où j'avais du mal, lorsque je suis reparti après les 8 ans au village, j'avais du mal pendant les vacances à parler mon ethnie. J'étais un peu dénou sur les genoux, réapprendre à parler mon ethnie. D'accord. Parce que pour rappel un peu à notre audience, le Gabon a été un pays qui a été colonisé par la France. Pas colonisé dans le sens en fait où il y a eu une immigration française qui est venue et qui s'est installée, mais plus au niveau, on va dire, des autorités, de l'administration, pour la gestion du pays. Et donc la France s'est imposée comme langue, c'est d'ailleurs la langue officielle, la seule langue officielle du Gabon, c'est ça? Exactement. Bon, il faut dire que lors des indépendances, donc dans les années 60, il y a des accords qui ont été signés entre la France et la plupart des pays que la France avait octroyé l'indépendance. On n'a pas fait de lutte pour l'indépendance. C'est la France qui nous a donné l'indépendance. Donc, il y a eu des accords qui ont été signés et pour tous ces pays-là qui ont signé des accords et même ceux qui ont fait des luttes pour l'indépendance, comme l'Algérie, le français a été pris comme langue officielle. Bon, c'est beaucoup plus facile pour d'autres régions où il y a 3 ou 4 langues. Ces peuples-là ont pu choisir l'une des 2 ou 3 langues comme langue, seconde langue officielle. Bon, pour nous, nous avons pris une quarantaine d'ethnies, donc c'est la raison pour laquelle on a jugé assez opportun de faire le français comme langue officielle. Alors, il y avait une chose que je voudrais bien discuter avec toi, parce que tu me l'avais dit quand on était ensemble, c'est certaines petites anecdotes dans ton village, notamment parce que tu l'as dit, vous êtes un peuple de l'eau, et où il y avait cette histoire d'un endroit, je crois, où il fallait pas pêcher. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu cette histoire? Je veux dire, c'est l'histoire de base de mon village. Donc, à l'origine, mon village a été créé, il s'appelait Dembi. Donc, lui crée le village Jombé 2. Et il y a des amis qui reviennent en amont. Lorsqu'ils arrivent, il leur donne une portion de terre, un lopin de terre, donc une ethnie différente de la nôtre. Maintenant, il doit leur donner également des terres où ils doivent cultiver. Mais ces terres sont de l'autre côté de l'Ogooué. Il y avait à l'époque un très grand lac dans la zone où ce peuple-là devait faire des plantations. Et dans ce lac, ils m'ont dit il y avait des génies qui y résidaient. Donc, il y avait des interdits, certains interdits. Il y avait des pratiques qu'il ne fallait pas faire. Pêcher avec des vers de terre ou bien faire passer une dépouille mortuaire. Ça, c'était strictement interdit de le faire dans ce lac. Les amis du créateur du village ne se sentant pas concernés par ces coutumes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à pêcher avec des vers de terre dans ce lac. Au fur et à mesure, le lac commençait à se rétrécir. Ils ont eu quelqu'un qui était décédé là où ils faisaient les plantations, donc de l'autre côté. Il fallait traverser le lac pour ressortir, pour arriver au village avec la dépouille. Et le lac est complètement refermé. Aujourd'hui, si je te fais visiter, c'est un ruisseau que tu vas voir. Pas une rivière, ni un lac, c'est un ruisseau que tu vas voir. Le lac, c'est complètement refermé et il n'est resté qu'un ruisseau. Quand tu parles de génie, par exemple, c'est quoi un peu les génies au Gabon? Tu vois, parce que j'imagine un peu dans la tête des gens, ça résonne un peu comme le génie qui fait des vœux et... Déjà, les génies, pour nous, ce sont des entités invisibles. On ne les voit pas. On peut les entendre, mais on ne les voit pas. On a, par exemple, chez nous, il y a des endroits, il y a des lacs qui existent encore jusqu'à aujourd'hui, où tu arrives, tu entends sous l'eau des vies. Comme si c'était un village, tu entends des coqs chanter sous l'eau, tu entends des gens parler sous l'eau. Il y a une forme de vie sous-marine, mais il n'y a personne, tu ne vois pas, tu ne peux pas les voir. Je me souviens d'une anecdote. On est allé pêcher dans un lac avec mon défunt père et mes frères. On s'est mis à pêcher, mais on attrapait le poisson avec des cannes à pêche, mais à une vitesse pas possible, incroyable. Et là, mon père nous a dit, on arrête de pêcher. On a changé d'endroit. On allait à un endroit où c'était vraiment boring, quoi. Donc, c'est difficile d'avoir un poisson. On s'est dit, mais pourquoi il a fait ça? Alors qu'on était à un endroit où on avait du poisson. Et au fur et à mesure, on a commencé à avoir du poisson. Et ça a commencé à aller aussi vite qu'au premier endroit. Et là, il nous a dit, arrêtez de pêcher. On dit, mais pourquoi? En fait, au départ, on ne comprenait pas. Comment ça se fait qu'on vient pour pêcher du poisson? On arrive à avoir du poisson et puis on nous empêche
de prendre ce poisson-là. Mais mes petits frères, ils continuent à pêcher. Et là, on est arrivé au stade où l'un d'eux a attrapé un poisson fumé qui sort. C'est des scènes incroyables. Ça relève de la fiction, mais ce sont des scènes réelles qui existent. Donc, pour nous, c'est ça les génies. Ce sont des manifestations qui ne sont pas visibles, on ne les voit pas. On peut les entendre, mais on ne les voit pas. Comment tu pourrais décrire finalement un petit peu les croyances qu'il y a dans ta communauté en fait? Bon, il faut dire que dans ma communauté, comme dans la majorité des communautés du Gabon, les gens se sont convertis à la religion. On nous a fait comprendre que tout ce qui venait de nos traditions, ça venait du diable et tout ça, qu'il fallait abandonner ça. Et tout. Moi, je vais appeler ça les aléas de la colonisation. Ils sont très peu ceux qui ont conservé nos rites et traditions. Et la grande majorité, ils sont défaits, ils ont délaissé notre culture pour s'arrimer au christianisme. Ce qui fait que, on va dire quoi, 90% des Gabonais sont soit chrétiens, soit musulmans. Mais 15% des Gabonais sont restés dans leur tradition. Tu l'as dit en fait finalement aussi toi-même, c'est que par les événements que tu as vécus aussi en étant enfant, donc le fait par exemple de prendre un peu le poisson fumé du lac, etc. Il y a un attachement particulier par l'histoire que tu as avec ta communauté finalement. Exactement. Je vais dire que presque pour la majorité des Gabonais, tout au fond de nous, on se sent concerné par notre culture. Même si, bon, beaucoup ont du mal à l'affirmer, mais on se sent concerné. Parce qu'il y a des événements que beaucoup d'entre nous ont vécu, qui semblent irréels pour le commun des mortels, qu'ils ont vécu, qu'ils ont vu de leurs propres yeux, qui fait que on reste attaché aux interdits, à tout ce qu'on nous dit dans nos traditions. Moi, je ne cracherai jamais sur les interdits, sur ce que j'ai vu, sur ce que mon père m'a dit. Je ne cracherai jamais dessus, ou c'est comment j'ai appris de mes grands-parents. Même quand bien même je peux être chrétien ou musulman ou je ne sais pas quoi, je ne cracherai jamais dessus. Est-ce que tu as Mais bon, des exemples que tu pourrais nous donner de choses un petit peu qui font partie de tes croyances à toi? moi je dirais par exemple, chez nous, au Gabon, nous avons le Bouiti, qu'on considère comme une religion animiste, une des religions de base de notre culture. Moi, j'y crois, mais je ne veux pas dire que je suis fervent croyant. On va dire que je suis assez évolué, donc ouvert. J'ai fait des études, je suis assez ouvert à la compréhension. Donc, s'il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, je veux qu'on m'explique. Si vous n'êtes pas capable de m'expliquer, c'est difficile pour nous de croire. Il faut que je vois. C'est pareil pour le christianisme. Il y a des débats avec certains chrétiens qui n'arrivent pas à me convaincre. C'est difficile pour moi de croire. Donc, je suis un peu dans cette position-là où je suis à cheval entre la colonisation, enfin, les religions importées et puis nos religions locales. Mais je t'avoue que je pense quand même un peu plus sur les religions locales que sur les religions importées. Que, à cela ne tienne, les Africains aujourd'hui sont en majorité les plus grands croyants, les plus grands chrétiens. Il y a beaucoup plus de chrétiens en Afrique qu'en Europe, alors que c'est une religion qui arrive d'Europe. Pourquoi nous, Africains, nous devrions être plus croyants que ceux qui nous ont apporté cette religion-là? Tu parlais du Bouiti, et c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler pendant qu'on était en fait à faire le tournage, notamment je crois, il me semble, à Makoukou et aussi à Chibanga d'ailleurs, avec Ulrich qui nous parlait un petit peu de ça. Est-ce que tu pourrais juste en quelques mots définir le Bouiti pour ceux qui ne sauraient pas en fait ce que c'est? Bon, il m'est difficile de définir le Bouiti parce que, comme on dit chez nous, il faut être initié pour en parler. Et puis, même étant initié, vous avez des interdits. Il y a certaines choses qui ne s'initient pas parce que, comme on dit chez nous, la connaissance se transmet de manière orale. Le Bouiti, pour moi, est, on va dire, l'une des plus grandes religions de notre peuple, de notre culture, de notre civilisation en tout. C'est la religion majeure parce que tu trouveras
plusieurs religions, mais elles sont affiliées au Bwiti. En fait, le Bwiti est la religion qui prédomine. Dans les religions monothéistes, il y a, ça va être le Dieu chrétien, ça va être Allah en fait pour les musulmans, ça va être Yahvé pour les juifs. Est-ce qu'il y a des dieux ou un dieu pour le Bwiti? Est-ce que c'est lié à un rapport avec la nature? Le Bwiti, comme toutes ces religions que tu viens de citer, comme le christianisme, le bouddhisme et tout le reste, il y a un Dieu monothéiste. On croit en un Dieu. Sauf que c'est souvent mal interprété. On se dit, chez nous, un initié ne vient pas prélever, par exemple, l'écorce d'un arbre sans s'adresser à l'arbre, sans s'adresser à l'esprit qui protège l'arbre. En fait, il y a des esprits. En toute chose, on considère qu'il y a des esprits. Il faut s'adresser, il faut demander l'autorisation à ces esprits-là. Mais ça a été interprété par l'Occident comme si, vu qu'on s'adresse à la plante, ça veut dire que non, la plante, c'est un Dieu pour nous. Si on s'adresse à l'eau, l'eau, c'est un Dieu. Mais non, on n'a jamais considéré tous ces éléments comme des dieux. Ce que nous, on considère, c'est qu'il y a des esprits en toutes choses, mais ce ne sont pas des dieux. On sait qu'il existe un Dieu qui a créé la terre et tout le reste, tous les éléments qui existent, mais il y a des esprits dans chaque élément. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de la forêt. Est-ce que finalement, tu sens que le Bwiti il participe un petit peu à l'attachement que les Gabonais ils ont pour la nature qui les entoure d'une certaine manière? Exactement, c'est mon sentiment parce que dans le Bwiti, c'est, et nous on dit que c'est une école. On t'apprend un certain nombre de valeurs. Quand je dis, tu ne viendras pas par exemple prélever l'écorce d'un arbre comme le Kevazingo, tu ne vas pas venir prélever cette écorce-là sans pouvoir parler à l'arbre. On ne le prénève pas l'écorce de manière vulgaire ou tu vas faire le tour de l'arbre et que l'arbre meurt. Lorsqu'on est initié, tu suis une formation pour pouvoir gérer les choses, pour pouvoir conserver la nature. Alors, j'en reviens maintenant à ma dernière question, après avoir parlé longuement des traditions, des différentes ethnies et de la culture en général, mais pourquoi est-ce que tu considères que c'est important de la transmettre? Et comment est-ce que tu vois le rapport qu'ont les jeunes générations avec cette culture? Malheureusement, notre culture se meurt. On n'a pas la civilisation, enfin la culture européenne où on rédige, on écrit des livres pour garder les connaissances que nous avons. Chez nous, nous transmettons de manière orale. Moi, j'ai connu, par exemple, des danses qui existaient dans mon enfance, dans mon village, qui ont disparu parce que les personnes qui pratiquaient ces danses-là sont décédées. Elles n'ont pas eu le temps, ou bien, par rapport à l'exode rural, les jeunes font partie, donc ils n'ont pas eu la possibilité de transmettre ces connaissances-là à ces jeunes-là. Ce qui fait qu'il y a des choses qui ont disparu. Moi, ça m'a fait beaucoup de voir ça. Tu vas prendre sur 10 Gabonais, 9 te diront, j'ai envie d'aller passer mes vacances en France, j'ai envie d'aller passer mes vacances aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout ailleurs. Alors que leur pays est très bon. Ils ne connaissent même pas leur pays. Ils ne connaissent pas les endroits magnifiques de leur pays. Ils paieraient cher pour aller ailleurs. Ce sont tous ces petits détails-là qui m'affectent. Je voudrais même dire qui me révolte un peu parce que on me dit, pourquoi vous n'aimez pas chez vous? Pourquoi tu viens d'ailleurs pour trouver ça plus intéressant? Alors qu'aujourd'hui, la tendance, tout le monde veut arriver en Afrique. Tout le monde veut vivre des expériences comme celles qu'on a vécues, les chutes jumelles et tout le reste. Qui ne voudrait pas vivre ça? Tu vois? Mais nous, Africains, on a ça au quotidien, on a ça à côté de nous. On veut aller regarder des immeubles, des buildings. Qu'est-ce que ça nous apporte? Il est nécessaire que nous revenions aux sources, que nous nous imprégnions de notre culture, pouvoir léguer cet héritage à nos enfants. Nos enfants en ont besoin. Je te remercie, merci à toi. J'espère que ça t'a fait plaisir de parler de toi et de parler un peu de ta culture. C'est tout un honneur pour moi. C'est toujours un plaisir de partager. Merci beaucoup à Davy pour sa participation à ce podcast. Pour tout séjour ou tournage au Gabon, j'invite vraiment mes auditeurs à le suivre sur sa page gabonfixer.com. Il vous fera découvrir un pays magnifique qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Merci à vous de nous avoir suivis sur Tell Me Your Story. N'hésitez pas à aimer et à partager ce podcast s'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.